Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui aux luttes des Afro-Américains entre lutte des classes et lutte des racisés. Pour discuter de ces luttes, et surtout celles des années 50-70, qui sont une période centrale dans l'histoire afro-américaine, nous sommes avec Sylvain de Zone Subversive. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors est-ce que tu pourrais introduire un petit peu les raisons, disons l'actualité de ce sujet ? Je pense que ce sont des luttes effectivement qui ont marqué l'histoire des États-Unis et l'histoire dans le monde aussi. Qu'il y a eu quand même assez récemment des émeutes à Ferguson et à Baltimore où on a vu des populations noires se révolter contre la police. Qu'il y a en même temps un renouveau de l'antiracisme, que ce soit aux États-Unis à travers Black Lives Matter, les vies noires comptent en français. Et donc il y a eu des déclinaisons, y compris en France, avec des mouvements comme Ferguson in Paris, Black Lives Matter France, etc. Des mouvements aussi qui s'inspirent de ces luttes-là, comme le Stop le contrôle aux faciès. Au moment du meurtre d'Adama Traoré par la police, on a eu aussi des résonances par rapport à ça, où ça faisait penser un peu au schéma qu'on connaît autant en France qu'aux États-Unis par rapport à la violence policière, raciste, etc. Voilà, il y a aussi éventuellement l'anniversaire des Black Panthers, qui ont été créés en 1966, et l'exposition au musée Jacques Chirac. Et au-delà de l'actualité, ce sont des mouvements qui sont assez connus, notamment à travers les cultures populaires, où on sait que dans le cinéma, dans les séries télévisées, surtout dans la musique avec le hip-hop, il y a des références régulières à ces mouvements-là, au Black Panther, au Black Power en général, et que du coup c'est quelque chose qui est assez connu, on va dire, de manière superficielle à travers des références, des clins d'œil, une culture, mais pas tant connu que ça au niveau du détail des faits historiques. Donc c'est l'occasion aussi d'essayer de comprendre et d'essayer d'analyser ces mouvements-là. Oui, et justement, du coup, pour comprendre un peu ces mouvements-là, ce que je me proposais, c'était, à mon avis, pour comprendre aussi la manière dont s'est structurée la société états-unienne au XXe siècle, donc l'essentiel des luttes dont tu vas parler, c'est au XXe siècle. C'est important, je pense, de revenir rapidement sur la genèse historique du système raciste et de classe et le système capitaliste aussi états-unien. Donc en fait, bon, je vais pas revenir sur la naissance des États-Unis et tout ça. Quand est-ce que les Afro-Américains arrivent dans cette histoire ? C'est à partir de la fin du XVIIe siècle. Il y a, disons, il y a un basculement dans le système esclavagiste qui est situé dans les Antilles. Donc les Antilles sont déjà peuplées d'esclaves afro-américains. Enfin, américains, donc là pour le coup au sens large.
voilà, qui ont été raflés à travers le commerce triangulaire, etc., sur les côtes africaines. Et donc à la fin du XVIIe siècle, disons que il commence à y avoir des révoltes très importantes, notamment dans les îles Barbades et tout ça, donc de ces esclaves afro-américains au sens large. Et du coup, va y avoir ça va être le début d'une transplantation du système esclavagiste des Caraïbes, donc qui est essentiellement fait de monoculture en fait. C'est les monocultures du tabac, du sucre, c'est les cultures coloniales commerciales quoi, qui sont ensuite vendues en Angleterre et dans toute l'Europe. Et donc l'appropriation de la force de travail gratuite des esclaves est la pierre angulaire de ce système marchand. Et du coup, va y avoir une transplantation de ces esclaves vers les États-Unis. Et donc, tout au long du XVIIIe siècle, il va y avoir un développement du système esclavagiste aux États-Unis, de manière concentrée, disons, dans le sud, et un petit peu moins dans le nord, même si dans le nord, il va y avoir énormément d'esclaves aussi. Et donc, qui vont se développer autour du modèle de la grande plantation coloniale, avec un grand propriétaire terrien et d'esclaves, qui achète au marché de la traite négrière, donc à des négriers, des gens qui ont capturé sur les côtes d'Afrique des Africains, qui les ont ensuite transportés aux États-Unis dans des conditions sordides, donc on va pas rappeler ici, et qui vont ensuite les revendre, donc comme des marchandises, sur le marché des esclaves. Donc il y a un très grand marché des esclaves, c'est le marché de Charleston, aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, qui va devenir un peu la capitale de l'esclavage aux États-Unis. Et donc ensuite, ces esclaves sont dispatchés sur les colonies, voilà. Et alors évidemment, évidemment, il y a déjà des formes de discipline du travail, c'est-à-dire que l'esclavage, c'est pas non plus quelque chose d'antique qui n'a absolument rien à voir avec le capitalisme. Mais il y a déjà ce qu'on appelle le gang labor, ça veut dire qu'on va former des unités spécialisées et disciplinées qui vont faire telle tâche. Voilà, pour éviter les résistances au travail en fait. Parce qu'il y a énormément de résistance au travail qui se fait déjà de la part de ces esclaves, qui sont en général des résistances qui sont souterraines, qui sont latentes, qui sont un peu comme le sabotage, le coulage des cadences dans les usines au 19e et au 20e siècle, qui est une forme d'anti-travail souterrain, basique, et puis après qui éructe dans des grandes révoltes qui ponctuent l'histoire des États-Unis. Il y en a plusieurs très importantes au 18e, au 19e siècle. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, donc il y a ce système esclavagiste qui s'instaure partout dans les États-Unis. Et alors, ce qui va se passer avec la guerre d'indépendance, c'est que, disons qu'il va y avoir globalement, les deux camps en conflit ne vont pas remettre en cause l'esclavage, mais il va y avoir quand même, en général, dans des situations très locales, quand il y a un des deux belligérants qui est acculé, il va chercher à quand même libérer des esclaves et les enrôler dans son armée et tout ça. Ce qui fait qu'il va y avoir déjà des précédents d'Afro-Américains émancipés, disons juridiquement. Du coup, après la guerre d'indépendance et la victoire des forces de la bourgeoisie indépendantiste, il va y avoir, parce que l'esclavage n'est pas central économiquement dans le Nord, et que c'est plus un esclavage de convenance, c'est des domestiques, l'agriculture qui y règne est beaucoup plus une agriculture de petits agriculteurs, dans le nord-est des États-Unis surtout, des petits agriculteurs qui vivent presque en autosuffisance, avec une participation au marché assez restreinte. L'esclavage, disons, est moins central au nord des États-Unis,
Et donc, il va y avoir un mouvement d'abolition graduelle de l'esclavage, et qui va mettre très longtemps, en fait, qui va mettre 50 ans. Et en gros, on peut considérer que au nord des États-Unis, dans les années 1820-1830, il y a quasiment plus d'esclaves. Voilà. Donc, ça va se faire très lentement, et sous l'impulsion d'un premier mouvement abolitionniste, qui est blanc, mais qui fait ceci aussi parce qu'il y a eu des révoltes très importantes des esclaves aux États-Unis dès la fin du XVIIIe siècle. Donc on est là à peu près au début du XIXe siècle. Par contre, le Sud va évoluer de manière très différente, c'est-à-dire qu'au contraire, le Sud va s'arc-bouter sur les cultures coloniales et le système de production marchande esclavagiste. Le Nord il y a une petite agriculture marchande qui va progressivement intégrer le marché, mais qui est le fait de fermiers blancs. Et il va y avoir une industrialisation sur la côte, New York, etc., etc. Et donc il va y avoir un développement capitalistique très différent dans le Nord, où c'est petite production marchande qui va s'élargir, un petit peu sur le modèle de la France au XXe siècle, hein, c'est-à-dire des campagnes relativement isolées puis qui vont s'ouvrir à un marché national agricole, mais sans esclaves pour le coup, et l'industrialisation. Au Sud, au contraire, le type de développement capitalistique qui va être choisi par la classe capitaliste, donc la classe de propriétaires d'esclaves en l'occurrence, et la différence entre les deux systèmes s'explique aussi parce qu'aux États-Unis, il y a une autonomie des États qui composent les États-Unis qui est relativement importante. Il n'y a pas de direction centralisée comme dans la France napoléonienne par exemple. Et donc du coup, le Sud va aller à fond sur ce système esclavagiste et va se mettre massivement à produire du coton notamment. La révolution industrielle en Angleterre s'est faite grâce en grande partie au coton du système esclavagiste capitaliste aux États-Unis. Ils vont continuer sur le sucre, le tabac, etc., etc. Et en gros, pour reprendre un peu l'idée que développe Charles Post, qui est un historien des États-Unis, qui a réfléchi à comment est-ce qu'on était arrivé à la guerre de sécession en 1865, qui est un moment central de l'histoire des États-Unis. Lui développe l'idée que, en gros, le Nord et le Sud, à un moment, les capitalismes du Sud et du Nord, même si lui pense que le Sud n'est pas capitaliste, mais je pense que c'est faux, disons que les deux systèmes capitalistes du Nord et du Sud vont à un moment entrer en contradiction, parce que d'une part, le Nord est sur un développement industriel, donc le travail salarié, basé sur le travail salarié, sur la subsomption réelle du travail par le capital, donc voilà, une machinisation, une automatisation, une automatisation des tâches productives et tout ça. Donc il y a un modèle pour lequel l'esclavage est un obstacle, parce qu'il lui fait concurrence, et parce qu'il empêche notamment toute l'industrie qui au nord des États-Unis est basée sur la production de machines agricoles. Bon, c'est une machine relativement sommaire au 19e siècle, mais il y a une industrie très importante aux États-Unis qui est basée sur les machines agricoles, et donc évidemment les esclaves sont un obstacle, et aussi parce que le Nord veut écouler ses produits industriels dans le Sud. Mais le Sud, lui, ne veut pas que les produits du Nord viennent, et donc il y a une espèce de conflit entre deux formes de capitalisme qui va arriver, je simplifie, à la guerre de 1861-1865, la guerre civile états-unienne, qui ne se fait pas évidemment pour les Noirs, pour les Afro-Américains, c'est clairement pas le but, c'est un affrontement entre deux formes de capitalisme, le Sud souhaitant étendre territorialement l'esclavage à de nouveaux États, parce que après 1846-1848, il y a eu une guerre avec le Mexique, et en gros, ils ont raflé la Californie, tous les États qui sont actuellement en bordure avec le Mexique, c'était des États qui appartenaient au Mexique. Et donc le Sud veut faire de ces États des États esclavagistes.
le Nord ne veut pas que ce soit des États esclavagistes parce qu'il veut que ce soit des États qui soient ouverts à ces marchandises industrielles. Donc, il y a un conflit, et les deux systèmes vont s'arc-bouter l'un sur un modèle de développement capitaliste industriel avec du travail salarié, incarné par Lincoln, et l'élite du Sud, qui est formée de capitalistes esclavagistes, lui, elle va s'arc-bouter sur son modèle de développement. Et donc il va y avoir un conflit entre ces deux modèles de développement capitaliste, qui pas du tout se fait donc du coup pas du tout pour des raisons d'émancipation des Afro-Américains, et qui va, à force de pression très forte de la part des abolitionnistes blancs du Nord, mais aussi des abolitionnistes noirs, et aussi la pression interne, parce que la première moitié du 19e siècle, il y a eu beaucoup de révoltes d'esclaves dans le sud des États-Unis, ce qui fait que, par exemple, c'est pour ça que l'idéologie raciste était exacerbée, parce que les tensions, disons, de classe et les tensions racistes, en même temps, étaient hyper exacerbées, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de préciser que l'accentuation, dans la première moitié du 19e siècle, du système raciste de ségrégation, même si la ségrégation, officiellement, c'est à partir de 1865, mais disons, il y a déjà une ségrégation de fait, c'est parce que tout au long du 18e siècle, et encore au début du 19e siècle, il y avait des alliances au niveau des révoltes entre les prolétaires blancs, qui n'avaient rien, et les esclaves noirs. Et en fait, le système raciste aux États-Unis est aussi mis en place pour qu'il n'y ait plus cette alliance, et qu'au contraire, on va donner des privilèges aux blancs pauvres, on va leur donner quelques petites terres ingrates situées là où on peut rien faire pousser, pour qu'ils aient quelque chose à défendre et qui ne s'allient plus et qui servent même de rempart en fait au système esclavagiste, quoi. Bon, donc si on revient donc en 1861-1862, pendant la guerre civile, sous pression des abolitionnistes afro-américains comme des abolitionnistes blancs, et aussi parce que le Nord militairement n'est pas en train de gagner dans les années 1861-1862, il est plutôt pas en très très bonne posture, il va y avoir une proclamation d'émancipation en 1862-1863 des Afro-Américains du Sud. Voilà. Avec des restrictions, etc., etc. Bon, enfin bon, globalement, on va arriver à ça, quoi. Et ce qui fait que le système industriel capitaliste du nord des États-Unis, évidemment, va développer une puissance de feu beaucoup plus importante et va l'emporter sur le sud des États-Unis. Et en 1865, on en arrive à ça, et il va falloir énormément de lutte, de pression politique pour que cette proclamation d'émancipation soit réalisée dans les faits. C'est-à-dire, par exemple, au début, quand il y a des esclaves... Alors, au début, déjà, il faut savoir que la proclamation ne concerne que les esclaves qui sont dans les États qui ont fait sécession. Parce qu'il y a des États esclavagistes qui sont restés du côté du Nord. Et ceux-là, par contre, les esclaves peuvent rester esclaves. Donc on voit que c'est une émancipation qui n'a qu'un but militaire au début. Et puis, sous pression, finalement, ça va se généraliser. Mais au début, par exemple, quand les Afro-Américains passent les lignes et vont dans les armées du Nord, ils subissent un système de ségrégation et en gros, on leur fait faire la vaisselle, quoi. Donc bon. Et en réalité, en 1865, l'émancipation politique est soi-disant acquise. Soi-disant, mais il n'y a aucun moyen matériel, disons aucune traduction. Au début, on devait leur donner un âne et 3 arpents de terre. Finalement, on leur donne rien. Donc, ils sont des espèces de sous-prolétaires. Ils sont plus juridiquement des esclaves, mais c'est des espèces de fractions, une espèce de fraction inférieure du prolétariat. Ce qui est un peu resté historiquement, quoi. Et en fait, la situation va s'aggraver parce que en 1877, va y avoir une espèce de compromis. Le président qui va arriver au pouvoir est un président qui a de la sympathie pour les sudistes, pour la cause sudiste, pour les anciens esclavagistes.
qui est originaire de ça et qui s'est fait élire avec les voix de cet État-là, de ces États-là, ces ex-États esclavagistes. Et du coup, il va retirer les armées du Nord des États-Unis, et ce qui fait que du coup, il n'y aura plus aucune protection, on va dire, militaire des anciens esclaves par rapport à leurs anciens maîtres, dans une situation de racisme exacerbé, où les Afro-Américains sont perçus comme des complices des envahisseurs, parce qu'il y a eu une occupation militaire de 12 ans. Ils sont conçus comme des ennemis des ennemis raciaux, des ennemis de classe, mais en plus des ennemis presque de nation. Voilà. Et donc du coup, il va y avoir des violences énormes qui vont se déclencher dès le retrait des troupes du Nord. Et le compromis, c'est le Sud se soumet, devient une périphérie globalement des États-Unis, une périphérie importante, mais une périphérie quand même. Elle se soumet au modèle de développement capitaliste du Nord, elle ne cherchera plus à recouvrir son indépendance politique et économique, mais en échange, elle a le droit d'établir un système de ségrégation raciste, et elle obtient que, globalement, les Noirs ne puissent pas voter, ne puissent pas acquérir des terres, ne puissent pas se marier, etc., etc. Et donc ça va être la mise en place du système de ségrégation, qui fait que au nord des États-Unis, si je résume, parce que globalement on va s'arrêter en 1877, si je résume au nord, disons les Afro-Américains sont la classe, on va dire sont la fraction la plus précaire du prolétariat, qui est héritée de leur situation d'anciens esclaves, mais qui est plus ancienne quand même, qui date de la fin du XVIIIe siècle. Par contre, au sud, là, c'est une fraction, effectivement, c'est quand même encore la fraction la plus dominée du prolétariat, mais à un niveau bien supérieur. Ce qui fait qu'ils vont subir le Ku Klux Klan, les vagues de racisme, etc., jusqu'aux années 50-70, quoi. Mais disons, dans les deux cas, même si au nord c'est un peu moins pire qu'au sud, globalement, c'est la fraction la plus dominée du prolétariat, la plus exploitée du prolétariat, qui a les conditions les plus mauvaises politiquement, socialement, économiquement et tout ça. Et donc c'est à partir de ça que vont se développer, on va dire, les mouvements de lutte post-esclavagistes dont Sylvain va nous parler. Ouais, moi je suis assez d'accord avec cette introduction et aussi je vais faire un petit point sur la démarche historique et politique. C'est-à-dire que moi je ne suis pas historien, je ne suis pas universitaire et je maîtrise très mal l'anglais. Donc mes connaissances sur le sujet en termes de faits, de précision des faits, etc. seront pas forcément très précises. En revanche, je pense que c'est important d'avoir une grille d'analyse de ces mouvements-là, et notamment contre la grille d'analyse qui est dominante. C'est une approche effectivement morale, comme tu as parlé pour la guerre de sécession, la guerre civile aux États-Unis, en général, nous explique que c'est le gentil Nord progressiste contre le méchant Sud réactionnaire. Alors évidemment, il y a un peu de ça, mais il y a aussi des intérêts économiques, les intérêts capitalistes qui expliquent ces événements-là. Et souvent, dans l'histoire de ces mouvements noirs, des luttes des Noirs et des Afro-Américains, il y a une approche qui est très morale, voire idéologique. Hein, où on a le clivage classique, c'est entre Malcolm X et Martin Luther King, avec Martin Luther King, gentil pasteur, non violent, etc. Et Malcolm X, enragé, violent, etc., etc. Et je pense que c'est pas mal d'aller au-delà de ces approches très idéologiques en termes de courant politique, où on insiste beaucoup sur le nationalisme noir, etc., ou sur les mouvements par rapport aux droits civiques, et d'avoir d'une part une analyse de classe, de voir que l'adhésion à certains mouvements, à certains courants du mouvement des Afro-Américains correspond à la défense d'intérêts de classe très particuliers, et de resituer ça effectivement dans une analyse du capitalisme. Et effectivement, je pense que c'est bien de préciser que le racisme et l'esclavagisme ont permis le développement du capitalisme aux États-Unis.
et que le système de ségrégation, il y a des aspects qui peuvent paraître absurdes s'ils sont isolés, par exemple la séparation au niveau des toilettes ou au niveau des bus, il y a des noirs d'un côté et des blancs de l'autre. Ça n'a pas grand sens si on ne le remet pas dans le contexte de l'ensemble de ces lois de ségrégation qui correspondent à la défense d'intérêts économiques. Oui, de volonté de séparation aussi de la fraction, disons, blanche du prolétariat, de la fraction afro-américaine, quoi. Oui, oui, oui. Il y a cette volonté effectivement de séparer le prolétariat et de maintenir quand même malgré tout les prolétaires noirs dans des conditions de vie Bien sûr. les plus misérables. C'est-à-dire Ouais. de faire les boulots les pires, de vivre dans des ghettos noirs, hein, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là aux États-Unis, notamment au nord des États-Unis, après qui n'est pas concerné par l'esclavagisme, mais où il y a des phénomènes de ghetto noirs, où tous les noirs vivent au même endroit, et pour le coup, quelle que soit leur classe sociale, parce que c'est différent des quartiers populaires en France où c'est vraiment une appartenance de classe qui est déterminante. Là, on peut avoir une petite bourgeoisie noire, des commerçants par exemple, qui gagnent bien leur vie, mais qui vivent dans ces ghettos noirs. À Harlem, par exemple. À Harlem, ouais, ouais. Même si évidemment la majorité des Noirs aux États-Unis sont dans la misère quand même, sont dans des conditions de vie assez déplorables. Et de surexploitation aussi. De surexploitation. Mm. Je pense aussi que cette approche historique, moi, que je privilégie, s'oppose aussi à une approche qui est très à la mode, qui est finalement celle de la sociologie, hein, qui va expliquer en termes de racisme structurel, euh, et qui va pas s'intéresser, aujourd'hui il y a beaucoup de mouvements, notamment autour de l'intersectionnalité, qui ont évidemment des apports indéniables, mais qui vont pas s'intéresser tant que ça aux mouvements de lutte et à leur histoire, que à des analyses sociologiques un peu déconnectées de tout. Voilà, et c'est bien quand on parle du racisme, c'est bien de parler aussi des luttes contre ce racisme-là. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer peut-être la partie historique, et notamment du XXe siècle. Et au XXe siècle, c'est vrai que le mouvement ouvrier américain, c'est-à-dire les partis et les syndicats, sont clairement racistes. C'est-à-dire que bon, tu disais qu'il y a une volonté de séparer les prolétaires blancs des prolétaires noirs de la part de l'État. Elle existe aussi de la part du mouvement ouvrier, où il y a des syndicats qui sont interdits aux Noirs. Les Noirs ne peuvent pas adhérer à des syndicats, et ce sont des syndicats évidemment corporatistes. Voilà. La seule exception notable, c'est évidemment dans les mouvements de grève, quand il y a des grèves dans les secteurs, alors en 1890, dans les secteurs des mineurs, des dockers, etc. Dans ces mouvements-là, les barrières raciales tombent, et il y a une solidarité de classe qui émerge. Hein. On ne sait plus les noirs et les blancs qui sont séparés, mais les grévistes contre le patronat. Et il y a aussi une petite organisation, les Ai Weiwei, les Woobies, qui sont créés en 1905 et qui vont avoir la particularité d'être un syndicat d'action directe avec des pratiques de lutte assez offensives et surtout de permettre des réunions de travailleurs noirs et de travailleurs blancs ensemble. D'ailleurs, c'est pas du tout des réunions séparées, ils sont ensemble, ils sont dans les mêmes conditions de travail, ils sont dans la même classe sociale et donc ils doivent s'organiser ensemble. Et donc c'est un peu ce petit syndicat combatif qui va favoriser un peu la solidarité de classe dans un mouvement ouvrier qui est globalement raciste. Et il faut noter que même les mouvements de gauche et d'extrême gauche, quand ils admettront des Noirs, vont quand même insister sur la défense des intérêts du prolétariat blanc et vont refuser de parler, le Parti communiste dans les années 30 notamment, vont refuser de parler du racisme, des violences policières, des lynchages qui existent. Hein. J'avais parlé du Ku Klux Klan dans le sud, il y a aussi une violence raciste qui existe dans la population, effectivement. Et, voilà. Et que ces thématiques-là vont pas du tout être prises en compte par les mouvements ouvriers. Voilà. Ensuite, on peut parler du mouvement des droits civiques. Donc, il commence en 1950
Alors, le mouvement des droits civiques, c'est assez connu parce que c'est un peu la figure de Martin Luther King, ce pasteur noir, voilà, qui va avoir une particularité, c'est que c'est un mouvement, on va dire, là pour le coup, qui défend les intérêts de la bourgeoisie noire. Réformiste, légaliste. Voilà, réformiste et légaliste, avec une approche très très morale et très modérée. Mm. Donc il y aura des actions qui sont par ailleurs très courageuses, mais bon, on peut citer par exemple de dénonciation de la ségrégation dans le Sud. Hein. Alors l'approche morale, évidemment, c'est la base, hein, c'est pas pour discréditer ça, c'est absolument indispensable, mais c'est vrai que ça ne suffit pas, et surtout qu'il y avait une forme d'impuissance dans ce mouvement-là. La principale action, c'était de faire des marches, de marcher dans la rue, et notamment dans les États du Sud ségrégationnistes. Donc, ils se heurtaient à une population violente, au lynchage. Voilà. Ils étaient non violents, donc ils se laissaient tabasser. Là-dessus, la police intervient. Ils sont non violents, donc ils se laissent à nouveau tabasser, matraquer, etc. Et comme ils sont non violents, ils se laissent également enfermer la prison. Et ce sont des militants qui vont revendiquer la prison, en disant voilà, on est en prison, et avoir une posture de victime. C'est une posture un peu protestante qui est liée aussi au caractère religieux du mouvement. Oui, tout à fait. À ce côté, On tend l'autre joue. Voilà, on tend l'autre joue. Ouais. Effectivement, c'est beaucoup. Alors, dans le protestantisme et dans les églises aux États-Unis, il y a énormément de racisme. Hein, voilà. Mais dans ce mouvement des droits civiques, c'est Martin Luther King, qui est un pasteur, des jeunes, différentes organisations du mouvement des droits civiques, dans une approche effectivement très, très religieuse. Voilà. En revanche, ce qui va créer des tournants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les années 50-60, il y a de ça. Donc, c'est ces mouvements-là qui incarnent un peu la voix des Noirs. Au sein de ces mouvements-là, ce qui s'observe, c'est qu'il y a toute une jeunesse et une population qui ne va pas se reconnaître dans ce mouvement-là. C'est la population des classes populaires qui ne vont pas se reconnaître dans la non-violence parce que les gens sont totalement révoltés. Voilà, la police, ils en ont marre. Là, il y a des gens, bon, la bourgeoisie ou la petite bourgeoisie, qui fréquentent pas la police au quotidien, mais qui vont dans les États du Sud pour montrer qu'ils sont confrontés à la police. Dans les ghettos du Nord, par exemple, à New York, à Chicago, etc., il y a une présence policière constante. Et l'idée de se faire tabasser par la police ne leur vient pas du tout à l'esprit. Au contraire, il y a une tradition d'émeutes urbaines, hein, les émeutes de Chicago en 1919, et puis une tradition d'émeutes urbaines qui va un peu scander ce mouvement des luttes des Afro-Américains. Et qui, évidemment, les émeutes urbaines, ça concerne directement les classes populaires, c'est le prolétariat qui se révolte. Et puis l'aspect justement pour lequel les droits civiques atteignent leurs limites, c'est que la question de l'égalité économique et sociale n'est pas du tout revendiquée. C'est une égalité de droit, qui est évidemment indispensable, surtout avec le passé ségrégationniste, mais l'idée d'avoir les mêmes salaires entre noirs et blancs, d'avoir les mêmes conditions de vie, de ne pas être entassé dans des ghettos, dans des habitations minables et de faire des boulots de merde qui sont payés des miettes, ces revendications-là n'émergent pas du tout dans le mouvement des droits civiques, en tout cas à la marge, mais c'est pas ce qui est revendiqué par ces mouvements-là. Et donc il y aura une force de ce mouvement-là des droits civiques, c'est qu'il va être accompagné aussi par un pouvoir démocrate qui est assez fort, Kennedy, Johnson, dans les années 50-60, qui sont une période de développement du capitalisme, comme on a eu les 30 Glorieuses en France aussi, aux États-Unis, c'est ça, le développement de la société de consommation, des programmes sociaux quand même qui sont assez forts, mais c'est vrai que... Oui, la guerre à la pauvreté de Johnson. Voilà, c'est ça s'inscrit dans ce contexte-là, et le mouvement des droits civiques est à la gauche du Parti démocrate, mais en lien quand même avec les études démocrates, il y a eu des marches de lobbying, voilà. Ouais. Pour le coup, c'est un mouvement qui va être très efficace pour une partie de la population noire, c'est la petite bourgeoisie. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas tout au bas de l'échelle sociale, qui peuvent être commerçants, qui peuvent être avocats, universitaires, pasteurs, etc.,
qui vont pour le coup avoir une amélioration de leurs conditions de vie. Pas totalement être reconnus, ça il faut le dire, qu'il y a quand même le racisme perdure malgré tout, et que les Noirs ne sont pas considérés comme les échos des Blancs, malgré l'activisme de Martin Luther King. Voilà. Mais en tout cas, ça va permettre quelques améliorations pour une partie de la population, pas la majorité. Ensuite, il y a un autre courant qui se développe dans les années 60, c'est le courant de Nation of Islam, qui est le nationalisme noir musulman, où il y avait des mouvements nationalistes noirs dans les années 30 avec Marcus Garvey, qui était du coup un peu délirant, hein, c'est-à-dire que c'est bon, assumer la fierté d'être noir, jusque-là pas de problème. C'est surtout des mouvements extrêmement autoritaires, un culte de la virilité, de la force, etc. Et une volonté d'aller recoloniser l'Afrique en disant voilà, les Noirs aux États-Unis ne sont pas les bienvenus, allons en Afrique. Voilà. Et donc, bon, ce mouvement-là va un peu irriguer aussi le mouvement des Afro-Américains. Et Nation of Islam, il y a beaucoup ce discours ségrégationniste. Alors là, ce ne sont pas des protestants cette fois-ci, ce sont des musulmans. Qui vont avoir une approche très interclassiste, puisqu'ils sont nationalistes, donc ils disent il faut défendre les intérêts des Noirs en tant que population, et pas de distinguer la petite bourgeoisie des classes populaires ou la bourgeoisie voilà. Ils défendent une approche de défendre les intérêts de toute la population noire. En revanche, il faut reconnaître qu'il va avoir une influence dans les quartiers populaires et dans les classes populaires, notamment à travers la figure de Malcolm X, qui va progressivement s'éloigner de Nation of Islam. Et il va avoir une popularité, pas justement parce qu'il sort un peu de ce discours nationaliste séparatiste qui dit bon ben on va essayer de créer notre communauté, soit en Afrique, soit ailleurs, enfin voilà, et vivre entre nous. Malcolm X va avoir une posture plus offensive, et notamment de dénoncer les violences policières. Et donc d'être beaucoup plus en conflictualité avec les institutions et avec le pouvoir, et en disant à un moment donné, on ne nous laissera pas vivre, les Noirs, on ne les laissera pas vivre tranquillement, et donc il faut qu'ils s'organisent et qu'ils luttent contre la société américaine. Voilà. Donc il y a cette dimension-là, avec évidemment les ambiguïtés du personnage de Malcolm X, qui a beaucoup eu pas mal d'évolutions dans sa vie, mais disons que c'est quelqu'un qui est, c'est important de le souligner, qui est issu des classes populaires, qui a travaillé notamment dans des secteurs très combatifs à Détroit, qui est une ville ouvrière où il y a beaucoup de Noirs qui travaillent, qui sont exploités, et surtout beaucoup d'ouvriers noirs qui s'organisent et qui luttent concrètement contre le patronat. Et donc il y a une espèce de révolte quand même qui existe chez Malcolm X, c'est quelqu'un qui va connaître la prison, et il y a toute une jeunesse des ghettos noirs qui va se reconnaître dans ce personnage révolté, voilà, et dans son cri de colère contre la société américaine. Ensuite, on a un tournant qui est un peu en 1965, qui est une vague d'émeutes dans les quartiers populaires afro-américains, dans différents quartiers. Et notamment, une date qui va être marquante, c'est les émeutes de Watts en 1965. Donc Watts, c'est un quartier de Los Angeles qui était présenté un peu par tous les politiciens et comme le modèle d'intégration. C'est-à-dire c'est une ville du Nord, on n'est pas dans le Sud réactionnaire, ségrégationniste. C'est une ville où en gros la dimension ghetto est un peu moins marquée, c'est-à-dire que les Noirs ne sont pas tous parqués au même endroit. C'est une ville qui est multiculturelle. Effectivement, il y a différentes origines ethniques, sociales, etc., très diverses. Et donc, c'est une ville qui était un peu montrée en modèle, et puis on s'aperçoit que derrière la question du racisme, il y a la question des conditions sociales et des conditions de vie.
Et sur le sujet, il y a le texte de l'international situationniste, le déclin et la chute de l'économie spectaculaire marchande, qui évoque ces émeutes, avec évidemment une analyse de classe, qui dit, voilà, c'est la révolte du prolétariat noir, il se passe quelque chose aux États-Unis, il y a quelque chose de nouveau, où c'est le pillage, c'est l'émeute, où on s'attaque à la marchandise. Voilà. L'autoréduction. L'autoréduction. Ensuite, je pense qu'il y a peut-être un peu d'extrapolation de la part des situationnistes. Mais disons que, effectivement, il y a une révolte clairement avec un contenu social, une révolte contre la misère et les conditions d'existence. Ensuite, ces mouvements-là vont montrer du coup une radicalisation du mouvement des Afro-Américains, qui va être également porté au sein du mouvement classique des organisations traditionnelles, parce que là, les émeutes, c'est vraiment hors cadre, hein, c'est pas des organisations politiques ou associatives, c'est vraiment spontané, sauvage, etc. C'est ce qui plaira aussi aux situationnistes. Mais en dehors de ça, organisation classique de défense des droits civiques, il y a quelqu'un qui s'appelle Stokely Carmichael, qui est un étudiant, et qui va évoquer le mot d'ordre du Black Power. Donc il va rompre avec le mouvement des droits civiques, alors pas parce qu'il y a aussi un contexte qui favorise ça, et qui va dire, voilà, il est important maintenant que les Noirs accèdent à la conquête du pouvoir. Donc il y a un ton qui tranche avec Martin Luther King, de plus conflictuel, plus violent, etc. Mais il y a quand même une ambiguïté sur la conquête du pouvoir des Noirs, effectivement. Il y a une double ambiguïté, il y a une dimension évidemment du nationalisme noir dont j'ai parlé à propos de National of Islam, hein, ou dimension de ségrégationniste, et surtout une ambiguïté gauchiste de conquête du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que la conquête du pouvoir? C'est la conquête de l'État. Par quels moyens? Par les élections. Hein, voilà, il y a cet aspect-là. C'est pas l'autodétermination de la population noire, c'est très différent. Il y a aussi la conquête du pouvoir, le Black Power peut être évoqué par des entrepreneurs noirs qui disent, voilà, ben nous, on arrive à notre dimension, à conquérir notre pouvoir. Il y a le terme d'empowerment qui aujourd'hui est très à la mode, et s'inscrit totalement dans cette ambiguïté du Black Power, où on peut invoquer ce mot d'ordre qui peut être fédérateur et on peut évoquer l'autodétermination Mais qui est flou, quoi. Qui est extrêmement flou, et qui correspond bien à ce nationalisme noir interclassiste qui cherche à créer le clivage avec une société raciste, mais à rassembler toutes les classes sociales parmi les Afro-Américains derrière un même mot d'ordre. Un mot d'ordre nécessairement flou, du coup, puisque toutes les classes ne se retrouvent pas derrière forcément les mêmes objectifs, les mêmes voies d'empowerment, puisque pour la bourgeoisie, l'empowerment, c'est le fait de devenir entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Donc, Voilà. Donc, et il faut reconnaître que ça va avoir un écho aussi dans les quartiers populaires, puisque Black Power, c'est le côté autodéfense. voilà, armée. autodéfense face à la police, notamment aux violences policières. Et donc, dès 1966, il y a le mouvement du Black Panther Party qui est créé dans cette démarche-là. Les premières actions du Black Panther Party, c'est avoir les armes, prendre les armes et faire des patrouilles dans les quartiers noirs pour faire fuir la police. Parce qu'il y a une situation, c'était déjà le cas en 1966, c'est malheureusement toujours le cas actuellement. Il y a une pression policière extrêmement importante, il y a des violences policières qui vont jusqu'à la mort, hein, les crimes policiers sont assez réguliers. Voilà. Et donc, il y aura un peu cette dimension folklorique. Ah oui. Alors, le port de l'usage des armes, hein, aux États-Unis, c'est pas pareil qu'en France, c'est-à-dire qu'il y a dans la législation, on trouve le droit de se promener dans la rue avec une arme visible.
notamment qu'on sait pour des raisons d'autodéfense. Alors face à la police, c'est pas précisé, mais évidemment, évidemment, c'est ça l'originalité du Black Panther, c'est que voilà, il y a cet aspect-là, mais disons qu'il s'appuie quand même sur des textes de loi. Et il y aura cette espèce d'image folklorique qui va être critiquée de manière pertinente par certaines féministes afro-américaines, par des femmes. C'est l'image de l'homme viril, en blouson de cuir, en béret, avec des bottes et un fusil sur l'épaule qui va défiler de manière militaire avec le côté en serrant le poing et en disant on est fier d'être noir et on est fier d'être des hommes bien virils qui tenons tête à la police. Un peu l'imagerie guévariste, marxiste-léniniste, non? Tout à fait, tout à fait. Ça s'inscrit totalement dans ce contexte-là. Le Black Panther Party va évidemment surfer sur la vague gauchiste et tiers-mondiste notamment, hein, parce qu'on est dans une époque où il y a des luttes de décolonisation contre le colonialisme. On est dans la mode du maoïsme. Donc les Black Panther Party, ce ne sont pas des entrepreneurs, mais ils ont le sens des affaires quand même, parce qu'ils vendent le petit livre rouge de Mao pour remplir leur caisse. Ce qui est assez habile, puisque c'était à la mode à l'époque. Voilà. Et ils vont évidemment s'inscrire dans cette imagerie gauchiste, tiers-mondiste, du modèle, en gros, de l'avant-garde. Oui. Il y a ce côté, mine de rien, alors dans le Black Panther Party, on trouve de tout, mais on trouve pas mal d'étudiants à sa direction. Et là aussi, il y a quelques conflits de classe. C'est-à-dire que le Black Panther Party, il y a la dimension d'une volonté d'encadrer les quartiers populaires, alors contre la police, mais aussi d'encadrer la population, de dire on vous protège. Ce côté un peu avant-gardiste d'une classe sociale, d'une avant-garde qui doit guider la population et qui doit l'encadrer. Il y a cette démarche-là assez marxiste-léniniste dans ce mouvement-là qui est extrêmement ambigu. Voilà. Évidemment, il y a, là aussi, très ambigu, il crée un contre-État. C'est-à-dire qu'il se nomme même ministre de telle ou telle fonction, etc. Ce qui peut être considéré comme une démarche de créer sécession par rapport à l'État américain et de s'auto-organiser, mais qui peut être vu aussi comme une forme de restauration de hiérarchie dans un mouvement qui aurait pu être totalement auto-organisé, égalitaire, libertaire, etc. Il n'y a pas vraiment ça. Il y a des gens qui se nomment ministres, quand même. Ils singent l'État et ils reforment une bureaucratie, quoi. Voilà, il y a cet aspect-là, de créer une bureaucratie. C'est là où ils sont vachement dans le modèle marxiste-léniniste. Ouais, il y a l'inspiration de ce modèle qui, à l'époque, est quand même omniprésent partout dans le monde, parce que les mouvements de lutte contre le colonialisme, le FLN en Algérie, même des gens comme Frantz Fanon. C'est militaro-politique, très hiérarchisé, quoi. Voilà, c'est ce modèle-là qui prédomine. Même s'il y a des aspects intéressants, il y a une évolution. Hein. Je pense qu'il faut dire qu'il y a eu aussi, dans les Black Panthers, une évolution qui est liée à plusieurs choses. La première, c'est la répression. Malheureusement, évidemment, qui est terrible, puisque l'autodéfense armée n'est pas bien perçue par l'État. Hein. Le Black Panther Party va évidemment être considéré comme l'ennemi public numéro 1 à un moment donné par le FBI. On est à une époque où les assassinats politiques sont assez banalisés, notamment pour la population noire et pour les leaders du mouvement de lutte des Afro-Américains. Où l'emprisonnement évidemment est extrêmement fort. Hein. Déjà pour la population noire, il faut dire que c'est une grande partie de la population carcérale, hein, et la population noire elle-même connaît souvent la prison, et pour le coup, quand on est militant... Je crois que c'est un homme noir sur 3 qui connaîtra la prison dans sa vie. Voilà, et ça c'est la situation actuellement. Oui. Qui est censée être meilleure que celle d'avant. Il y a 50 ans, oui. Voilà. Et donc, effectivement, il y a une répression très très forte. Ce qui a... comment dire ce qui permet de réorienter aussi le Black Panther Party vers un aspect plus pragmatique et un peu moins folklorique. Notamment, il y aura beaucoup de femmes aussi qui vont
adhérer au Black Panther Party et qui vont pas évidemment avoir la même approche de défilé armé en blouson de cuir. Qui vont dire, bon, ça c'est très bien, on n'a rien contre, mais on peut faire ça, mais on peut faire autre chose aussi. Et il y aura une forme de solidarité concrète qui va se développer dans le ghetto noir, avec du coup des repas gratuits notamment, hein, et des aides sociales concrètes, là aussi remplacer l'État, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que la population noire peut s'organiser face à la misère par elle-même et n'a pas besoin des services de l'État. Donc il y aura voilà, des repas, des aides scolaires, des aides aussi, on parlait des prisonniers, le Black Panther Party va organiser des convois de bus pour ramener les prisonniers chez eux, voilà, et aider en gros de manière directe pour trouver des solutions Quotidienne, ouais. voilà, au quotidien, sur le terrain de manière très concrète. Il y a également dans le Black Panther Party, on le décrit souvent comme, il y a une critique qui est faite, c'est des gens finalement en racisme à l'envers. Voilà. C'est-à-dire c'est des noirs qui sont le fameux racisme anti-blanc, qui n'existe pas évidemment puisque les noirs sont dans une position sociale inférieure aux blancs. Et surtout, ce qui va arriver, c'est que ce sont des mouvements qui vont beaucoup s'organiser avec les mouvements de la nouvelle gauche qui existent au même moment, hein, dans les campus américains, le syndicat étudiant du SDS, Student for Democratic Society. Et notamment à Chicago, il y aura une fameuse coalition arc-en-ciel, hein, il y aura le Black Panther Party, le SDS des étudiants de la nouvelle gauche, des mouvements aussi latino-américains, Les etc. féministes aussi. Des féministes, voilà, tout un tas de composantes sociales qui vont s'organiser à la fois de manière autonome, mais en même temps frapper ensemble contre un même ennemi, voilà, qui est la société américaine, l'État, le pouvoir, les institutions. Il y a ces aspects-là donc qui sont plutôt intéressants. Qui date du coup des débuts des années 70, ça. Ouais, même à la fin des années 60. Hein, ouais, 68, dès 68. Il y a une convention américaine en 1968, convention démocrate à Chicago. Et c'est à ce moment-là, il y a des immenses manifestations qui sont organisées par cette coalition arc-en-ciel. D'accord. Et le pouvoir, les institutions vont bien comprendre le danger de ces mouvements-là, puisque Fred Hampton, qui est le leader des Black Panthers à Chicago, qui est un peu l'initiateur de cette coalition, va être assassiné chez lui. Les flics vont débarquer et vont le canarder, le tuer. Voilà. Sympathique. Voilà, donc c'est les méthodes de la police et de l'État américain. Voilà. Ensuite, les Black Panther Party, il y a une limite, bon évidemment gauchiste, il y a une autre limite, c'est que c'est pas si bien implanté que ça dans toute la population. C'est essentiellement dans les quartiers. Et la solidarité concrète permet d'attirer beaucoup de monde et une population plutôt précaire. Voilà. Mais pas l'ensemble de la population. Il y a notamment une grande partie de la classe ouvrière qui n'est pas sensible à ces mouvements-là, qui trouve ça très gauchiste, très déconnecté de la vie en entreprise. C'est-à-dire ça devient très en phase avec la solidarité concrète dans les quartiers, mais les problématiques, par exemple, des petits chefs, notamment des remarques racistes des petits chefs dans les entreprises, dans les usines, de la maîtrise des contremaîtres, etc. Les Black Panther Party n'en font pas mention, ils n'essaient pas de créer des liens avec la combativité qui existe chez les ouvriers noirs. Voilà. En revanche, il y aura des mouvements effectivement qui vont émerger surtout à Détroit, qui est une ville ouvrière, voilà, où il y a Ford qui est très implanté, où il y a Chrysler aussi, voilà. Et il y a, autant dans les quartiers noirs, il y a une tradition d'émeutes urbaines et d'émeutes contre la police, autant dans les usines, il y a une tradition de grève sauvage. On revient au mouvement ouvrier qui est raciste. Dans les années 60-70, il l'est toujours autant. Il y a des syndicats qui sont composés de blancs, et en plus, il faut préciser, il y a une dimension de classe dans ce syndicalisme, c'est-à-dire que c'est essentiellement les petits chefs. C'est-à-dire, c'est pas les patrons, c'est pas la direction d'entreprise, c'est pas les gens qui dirigent l'usine, mais c'est les gens qui sont chargés
de surveiller les ouvriers, L'encadrement. voilà, l'encadrement, qui sont chargés les chefs d'atelier, etc., qui sont chargés de voir si les ouvriers travaillent bien et qui imposent des cadences, voilà. Et les ouvriers sont très souvent noirs, et donc il y a des remarques racistes qui se mêlent à ces conflits de classe. Oui, Voilà. c'est le fameux stéréotype du noir parisien. Oui, il y a ce stéréotype-là, évidemment, même si, bon, il y a un racisme global, C'est ça, ouais. voilà, Pas que ça. Ouais. un côté inférieur, voilà. Mais effectivement, il y a ce stéréotype du noir paresseux, ouais, qui est très présent aux États-Unis, qui va être d'une certaine manière aussi revendiqué par certains mouvements noirs assez controversés, du noir jouissif, hein, qui va aimer faire la fête, etc. Dans le film de la Black Exploitation, par exemple, on a beaucoup ce côté-là, mais qui va être un cliché qui va être contesté par d'autres mouvements antiracistes en disant bon, est-ce qu'il faut renforcer les clichés, de dire on est fier d'être noir et d'être avec ces clichés-là et les détourner dans une critique du travail, par exemple, ou est-ce qu'il faut les combattre totalement? C'est un débat qui va exister. Mais en tout cas, dans les usines, ce qui est clair, c'est que les ouvriers décident de combattre les contremaîtres de manière extrêmement frontale et sauvage. Les contremaîtres, l'encadrement est organisé dans des syndicats, et donc, quand il y a des conflits, des luttes ouvrières, elles s'organisent en dehors des syndicats, en dehors de préavis de grève, etc., très classique. Et ça prend des formes qui sont très intéressantes, à mon sens. Il y a notamment des grèves à Détroit, à Chrysler, des grèves dans l'usine Dodge aussi, qui sont grèves sauvages, spontanées, avec faut penser aux caractéristiques de l'autonomie ouvrière, hein, qui existe aussi en Italie, mais qui existe un peu partout dans le monde à cette époque-là, à différents niveaux, à différentes échelles. Mais c'est-à-dire qu'ils revendiquent non seulement une augmentation des salaires, mais aussi ils critiquent les cadences et le harcèlement des petits chefs, du coup, la hiérarchie. Ils critiquent un peu les conditions de travail en tant que telles. Voilà. Donc on va dire que c'est des revendications un peu plus qualitatives et un peu moins accrochées à la feuille de paix. Et il y a même certains observateurs proches de l'autonomie ouvrière vont considérer que ce sont des luttes contre le travail. Euh, Bruno Astarian, il y a une brochure aussi Échange et Mouvement qui va dire, voilà, ce sont des mouvements qui permettent un dépassement du capitalisme, où il y a là-dedans déjà une solidarité de classe, hein, parce qu'effectivement, les Noirs et les Blancs, quand ils sont ouvriers, passer les préjugés du début, immédiatement, il y a une solidarité de classe qui se crée, parce que voilà, ils ont les mêmes intérêts à défendre, et que autant, on parlait des mouvements des droits civiques par exemple, autant ces mouvements des droits civiques défendent les intérêts de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie, et visent un aménagement de la société existante vers une égalité des droits, autant les luttes ouvrières dans les usines visent un dépassement de la société de classe et l'abolition de toutes les classes sociales. Voilà. Ensuite, il y aura malgré tout, sur ces grèves sauvages, des organisations qui vont se créer, notamment une organisation d'ouvriers noirs qui s'appelle le DRUM, et également la Ligue des travailleurs noirs révolutionnaires, qui sont des organisations qui vont être assez intéressantes, c'est-à-dire contrairement au Black Panther Party, vont décider de s'implanter dans les entreprises, mais qui vont reprendre ces revendications des grèves sauvages très qualitatives, de lutte contre les petits chefs, de critique des syndicats, etc. Mais qui vont malgré tout sombrer vite dans les travers un peu gauchistes et réformistes, hein, où on aura vite une bureaucratie qui va se former dans ces petites organisations ouvrières, et une posture un peu d'avant-garde, on va dire, hein, de volonté d'encadrer la classe ouvrière et de regrouper toute la classe ouvrière dans cette organisation pour mener la révolution à partir d'une organisation. Donc ce qui est beaucoup moins intéressant, à mon sens, que des grèves sauvages. Ensuite, évidemment, ces luttes ouvrières vont connaître quelques limites. Donc, en dehors des organisations autoritaires et réformistes, vont progressivement se rapprocher vers une démarche un peu plus juridique
et un peu moins de grève sauvage parce qu'il n'y a plus à un moment donné, ces mouvements s'essoufflent et les mouvements afro-américains vont vite se rapprocher des mouvements du Parti démocrate, voilà, qui est le parti de la gauche, etc., voilà, qui encore aujourd'hui draine l'électorat afro-américain. Mais surtout, c'est que ce sont des luttes qui vont rester locales. Les États-Unis, c'est un grand pays. C'est un des grands problèmes, l'éparpillement des luttes. Voilà, l'éparpillement des luttes, et quand il y a des grèves sauvages, c'est super, qui remettent en cause le capitalisme par des revendications qualitatives, c'est très bien, mais si c'est isolé uniquement dans un secteur du capitalisme qui est l'industrie automobile et uniquement dans certaines usines, etc., ça ne fait pas un mouvement d'ensemble capable de bouleverser l'ensemble de la société, l'ensemble des relations sociales, etc. Même si évidemment ça a le mérite d'exister, de dire que la lutte des classes, c'est quand même un moteur de l'histoire et c'est ça qui crée des dynamiques et qui permet de créer des changements sociaux. Quand ça reste local et séparé, ça a des limites et ça ne permet pas des mouvements de contestation globale. Donc pour tirer un petit bilan de tout ça, on va dire que la situation aujourd'hui, par rapport à ces luttes, on a eu un président noir, Barack Obama, qui a gouverné pendant 8 ans. Voilà. Mais la situation n'a pas vraiment changé à l'heure actuelle. Il y a toujours des crimes policiers. Hein. Je disais au début de l'émission, à Ferguson, à Baltimore, il y a toujours des émeutes dans les quartiers noirs contre la violence policière et contre les conditions matérielles d'existence. Voilà. Donc, on peut dire que ce mouvement des Afro-Américains, ce qui a fonctionné, c'est essentiellement le mouvement pour l'égalité juridique. Hein. Il n'y a plus de système de ségrégation. Il y a une égalité des droits qui est à peu près qui s'est améliorée. Il y a même, on peut dire, qu'il y a une bourgeoisie et une petite bourgeoisie afro-américaine qui s'est développée. Voilà. Pas uniquement dans le spectacle, le sport, etc., mais aussi des chefs d'entreprise, une classe politique, avec Barack Obama, avec voilà, certaines Colin personnes. Powell aussi. Colin Powell, Condoleezza Rice, etc., voilà, évidemment. Mais les classes populaires afro-américaines, leur condition de vie n'a pas fondamentalement changé. Il reste la fraction du prolétariat la plus précaire. Voilà. Et c'est souvent comme ça, malheureusement, dans l'histoire des mouvements des luttes sociales et même de l'histoire du mouvement ouvrier, où il y a des améliorations pour une certaine partie, pour certaines composantes de ces mouvements-là, et malheureusement pas la fraction supérieure. Voilà, la fraction supérieure, tout simplement la fraction qui peut permettre des améliorations de ces conditions de vie sans qu'il y ait un changement radical de société. C'est ça. Parce que pour que les conditions de vie de la classe ouvrière s'améliorent, il faut un changement de société évidemment beaucoup plus important. Hein. Il faut abolir la société de classe, il faut abolir l'État, il faut remettre en cause toutes les relations sociales, hein, le racisme, le patriarcat, etc. Donc ça demande beaucoup plus d'ambition. Et donc quand un mouvement gagne, c'est en général les intérêts de la petite bourgeoisie qui gagnent. C'est ça. Pour l'instant. Ensuite, ça Pour peut l'instant. changer, évidemment. Ouais. Il y a toujours les ouvriers continuent à lutter, voilà. Il y a toujours des émeutes dans les quartiers noirs où on nous dit souvent qu'il y a un aspect très nihiliste, etc. C'est-à-dire qu'ils n'attendent rien, oui. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait de la révolte. Voilà. Et c'est aussi pour dire que c'est important dans ce mouvement des luttes des Afro-Américains. J'ai beaucoup insisté sur les clivages de classe et sur le rôle du prolétariat, justement pour ces raisons-là, parce que je pense que, alors c'est pas pour sombrer dans l'ouvriérisme basique, etc., glorification de l'ouvrier en mode travail, mais c'est... Et l'universalisme spontané de la classe ouvrière. Voilà, oui, c'est quand même... Mais je pense que tu as bien insisté là-dessus, sur le fait Ouais. que la classe ouvrière avait été structurellement raciste depuis... Le mouvement ouvrier, pas la classe mouvement ouvrière, les organisations du C'est mouvement ça. ouvrier, les syndicats, les partis politiques de gauche et d'extrême gauche, voilà. Ensuite, la classe ouvrière en tant que telle
quand il y a des grèves, quand il y a des mouvements sociaux, il y a une solidarité de classe qui prime sur C'est ça. les barrières Qui fait raciales. sauter en fait le clivage raciste. Voilà. Et je pense que dans l'image qu'on a des luttes des Afro-Américains, on a tendance à occulter la dimension, le prolétariat. C'est plus une imagerie où les classes sociales ne sont pas présentes, où c'est plus une imagerie, voilà, du mouvement de l'égalité des droits. Ou alors un truc un peu folklorique avec les Kalachnikov, quoi. Voilà, les Kalachnikov, les Black Panthers, mais sans vraiment contenu social derrière. Et voilà, je pense que il n'y a que les classes populaires noires par rapport à la bourgeoisie noire, par exemple, qui peut porter la question de l'égalité économique et sociale entre blancs et noirs. Ouais. La bourgeoisie va davantage insister sur l'intégration, sur comment ça se fait qu'il y ait aussi peu d'hommes politiques et de patrons issus des origines afro-américaines. Aux revendications évidemment tout à fait nobles, mais qui ne concernent qu'une partie de la population noire. Les gens, les classes C'est populaires. ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, quoi. C'est ceux qui ont tiré leur épingle du jeu, effectivement. Où il y a eu. Il n'y a pas de transformation effectivement de la structure sociale de classe, comme tu disais. Non, non, à ce niveau-là, non. Il n'y a pas eu vraiment de transformation radicale au niveau de l'égalité économique et sociale. Et donc ceux qui veulent en savoir un peu plus du coup sur l'histoire de ces luttes afro-américaines, on mettra les liens dans l'émission qui sont des notes de lecture faites par Sylvain de Zone Subversive et ceux qui auront envie d'approfondir encore davantage pourront même aller au-delà de la note de lecture et lire le livre complet. Et après il y a une immense bibliographie évidemment en anglais. Mais bon, là, ça demande encore plus d'intérêt, mais évidemment, les ouvrages traduits en français renvoient, eux, à une bibliographie en anglais, donc on peut approfondir cette question à l'infini, mais il faut aussi s'intéresser, continuer de s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis. Et récemment, il y a eu voilà, cette énorme, on n'en a pas parlé, cette énorme grève des prisonniers aux États-Unis. Tout à fait. Ouais, je pense qu'on peut évoquer cet aspect-là aussi. J'en ai pas parlé, mais comme tu disais, la population noire connaît la prison, et en prison, il y a beaucoup de noirs, et la lutte des prisonniers noirs est extrêmement importante. Bon, il y a l'icône Angela Davis, etc., mais pas uniquement. Il y a eu la révolte à Attica dans cette période-là. Dans les années 60, c'est ça? Voilà, en années 60. Où effectivement la lutte anticarcérale est extrêmement importante pour cette population-là, va essayer certains membres de gangs vont même se politiser à travers cette lutte-là contre la police et contre la prison. Donc c'est des aspects effectivement assez importants. Et juste par rapport à l'introduction, je parlais de l'intérêt du sujet. Je pense qu'on peut aussi évoquer une petite tonalité polémique, dans le sens où cette vision de l'histoire des mouvements afro-américains peuvent être très intéressants pour, à mon sens, revisiter cette histoire-là, analyser cette histoire-là, c'est très intéressant pour observer les limites des luttes sociales en général, de voir un peu qu'est-ce qui fonctionne pas, parce qu'il y a beaucoup de stratégies différentes qui ont été utilisées, et parfois même une complémentarité de stratégies, où c'est pas aussi figé que ça peut l'être dans mon propos. Il y a des gens qui peuvent avoir des attitudes, passer de la non-violence à la violence, etc., selon les moments. Et ça permet de voir aussi les limites de ces mouvements-là qui ont quand même été forts et marquants. Et ça permet aussi de critiquer une certaine approche qui est très à la mode. Je parlais de Black Lives Matter au début. Il y a également Angela Davis qui a parrainé cette marche pour la dignité. Et on voit que ce mouvement-là, cette histoire-là, est quand même récupérée dans un sens qui vise à occulter les luttes du prolétariat et de la classe ouvrière. Et c'est pour ça aussi, enfin, c'est pas pour ça que j'ai insisté là-dessus, parce que c'est plutôt ma grille d'analyse et ma sensibilité. Mais je pense que c'est d'autant plus important d'insister là-dessus qu'on sent que ce qui intéresse dans les mouvements, dans les luttes des Afro-Américains, c'est pas les luttes des quartiers populaires, des ghettos noirs ou dans les usines automobiles,
C'est plus le côté nationaliste, interclassiste, on est fier d'être noir, qu'on Racialiste. soit bourgeois, petit bourgeois ou prolétaire, on est tous main dans la main. Et donc je pense que c'est important également pour ces raisons-là de se pencher sur ce qui est réellement... enfin, il y a une lutte historiographique, on va dire, ou intellectuelle, dans l'interprétation de l'histoire, euh, pour évidemment pencher d'un côté ou de l'autre. Et actuellement, bon, il y a une forme de remise en avant, même de Siler James, qui est un marxiste afro-américain, très intéressant d'ailleurs, qui insiste sur l'auto-organisation du prolétariat, sur la spontanéité, qui va évoluer du trotskisme vers une forme de communisme de conseil, voilà, très proche de groupe de l'autonomie ouvrière, mais qui est récupéré pour une dimension uniquement raciale, panafricaine, hein, c'est-à-dire voilà, on va défendre le retour en Afrique, ce genre de choses, etc. On lit évidemment les auteurs que à l'aune de l'idéologie actuellement dominante dans les milieux gauchistes. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et je pense que les milieux gauchistes sont beaucoup dans l'idéologie. Alors ça ne veut pas dire que moi j'ai la vérité, que ma version de l'histoire est la seule valable. Mais je pense que c'est bien de remettre un peu d'analyse de classe et un peu de lutte de classe dans l'histoire. Parce que Mais en même temps, tu le fais d'une manière où tu sors de la monospécialisation, c'est-à-dire que tu ne considères pas qu'il y a juste la lutte des classes tout à fait, et qu'il y a une espèce de... Dès le début, il n'y a pas de racisme tout à fait, dans le mouvement ouvrier et tout ça. oui, C'est tout à important, fait. je pense que tu arrives à articuler les deux dimensions assez bien. C'était le but de l'émission d'ailleurs un petit peu, de refaire s'articuler, alors qu'aujourd'hui, les tendances dans les milieux gauchistes aujourd'hui, c'est plutôt à s'arc-bouter sur son analyse, sa grille de lecture monofocale, son sujet Mm. révolutionnaire, etc., etc. Alors que, évidemment, en plus, et je pense que aussi, quand tu as parlé de toutes ces luttes, notamment de ces luttes ouvrières, montre que historiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Là. Si dans ces luttes d'usine, les prolétaires noirs et les prolétaires blancs s'étaient organisés séparément, c'est sûr que ça aurait eu une efficacité moindre, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi ces luttes ouvrières ont échoué, c'est qu'il y a eu des mouvements d'organisation uniquement noirs, comme le drum, qui ont sombré très rapidement dans le sectarisme. Et quand le sectarisme gauchiste classique, hein, de l'organisation gauchiste, et qui n'aime pas les autres organisations parce qu'elles sont concurrentes et qu'elles se prétendent la seule organisation pour guider la classe ouvrière, est en plus renforcé par un sectarisme, on va dire, racial, de dire, bon, ben, il n'y a que des noirs, que des ouvriers noirs, et les ouvriers blancs n'ont pas leur place. Et évidemment, ça ne peut que mener à l'échec, même si ces formes d'organisation s'expliquent évidemment Par la par, structure générale de la société voilà, et notamment un syndicalisme, raciste. des partis politiques. Bon, à part la figure Angela Davis, qui est bien aimée par les communistes pour ces raisons-là, il y a très peu, dans le Parti communiste américain, par exemple, la lutte des Noirs n'est pas du tout importante. Et la lutte féministe non plus. Il y a eu effectivement cette tendance, bon, Une sectorisation, quoi. voilà, de sectorisation et de dire finalement les intérêts des ouvriers blancs sont les seuls qui existent et à minorer un peu qui a existé, qui existe toujours, c'est-à-dire les violences policières, notamment qui concernent particulièrement les Noirs, voilà, et et le racisme. Le racisme. Alors, j'aime pas trop l'expression de racisme structurel. Aussi, je pense que c'est bien de se démarquer d'explications sociologisantes, etc., qui vont prendre des concepts déconnectés de leur contexte historique pour les plaquer un peu sur n'importe quelle réalité, hein. C'est pour ça qu'il faut. Moi, j'ai évité de transposer, de faire trop de transpositions, de dire voilà, l'histoire des Afro-Américains, c'est comme ça, et on peut la transposer exactement telle qu'elle à la France. Non, parce Là, que la situation est quand même assez différente, quoi. la situation est très différente. C'est une autre histoire. Il y a des Pas similitudes, hein. nécessairement meilleur, d'ailleurs, mais... Pas ni meilleur ni pire, c'est une autre histoire. Il y a quand même des similitudes. C'est-à-dire, il y a eu une autonomie ouvrière dans les usines automobiles avec des travailleurs immigrés, etc., etc. Il n'y a pas eu des mouvements type Black Panther, par exemple. Mais bon, ensuite, on n'est pas. Je pense que c'est des dynamiques historiques qui sont assez différentes et c'est à trouver les chemins de l'émancipation. De toute manière, l'émancipation ne peut être que mondiale et internationale.
mais Et un peu pluriel aussi, et pluriel, évidemment. à partir Voilà. de situations Et, complexes. et se construit effectivement dans des pratiques de lutte et pas uniquement dans des théories, etc. Je ne pense pas que c'est parce qu'on aura la bonne théorie ou la bonne lecture de l'histoire en qui concerne le sujet qu'on aura forcément, que c'est ça qui va amener la révolution. Bien Ce sûr. sont des pratiques de lutte qui doivent s'inventer, s'expérimenter, des pratiques d'autonomie, d'auto-organisation, d'assemblée en dehors des syndicats, des formes d'encadrement, voilà, qui peuvent permettre de dresser des pistes émancipatrices. Ouais, et à chaque époque, comme dans les années 60-70, on se retrouve avec les mêmes obstacles à ces auto-organisations, c'est-à-dire le retour des idéologies avant-gardistes, sectorielles, avec leur petite bureaucratie, comme le PIR, mais d'autres organisations de même ampleur. Et donc, du coup, on va se retrouver face au même problème que dans les années 60-70, quoi. Alors le pire, on peut lancer le débat, mais je pense que le pire n'a pas vraiment l'influence qu'avait par exemple la CGT, le Parti C'est communiste, dans les ça. années 70 en France, ou des organisations de masse du mouvement ouvrier. Bon, c'est un groupuscule C'est universitaire. ça. Par contre, le problème aujourd'hui, c'est que les pratiques d'auto-organisation ont peut-être moins d'ampleur, disons, que dans les années 60-70. Peut-être aussi parce que il y a eu les années 80-90 qui ont un petit peu, enfin, qui ont, disons, fait que les pratiques d'auto-organisation sont beaucoup diminuées, quoi. Il y a, alors moi c'est pas, enfin, comment dire, moi je pense qu'il y a une part de résignation. D'une part, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que on n'a pas confiance en notre force collective. C'est-à-dire, on ne se dit pas, tiens, on va s'organiser collectivement et c'est comme ça que notre situation va s'améliorer concrètement. Il y a l'idée, hein, on l'a vu au mouvement contre le travail, une grève de plus qui ne sert à rien, etc. etc. Et les syndicats qui font des grèves, comme ils disent, saute-mouton, favorisent ça. Et c'est très probable que les théories du pire ou les théories complotistes s'appuient sur cette résignation-là. De dire de toute manière, on ne peut rien y faire, le pouvoir est ailleurs, hein, voilà, où il ne faut pas lutter, mais il faut faire des colloques universitaires, etc. etc. Je pense que ces mouvements, je ne sais pas comment les désigner, alors je ne vais pas mettre égalité, réconciliation et le pire dans la même corbeille. Il y en a certains qui le font, voilà, pourquoi pas, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Mais disons que ça s'appuie beaucoup sur une forme de résignation. Euh, Alors que dans les années 60-70, il y avait peut-être peut-être une croyance dans la dynamique collective, mais ouais, c'était aussi ouais, parce que enfin on va dire l'idéologie de la disons de la personne lambda était peut-être disons un peu plus portée vers le disons la force du collectif, etc., qu'aujourd'hui où malgré tout les sombres décennies idéologiques des années 80-90 tout à fait, ont quand même fait du mal, quoi. tout à fait. Euh, alors, citant Marx, c'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Et je pense que c'est la conscience de classe se construit essentiellement dans les luttes sociales. Et que c'est dans les années 60-70, les gens luttaient d'autant plus qu'ils avaient connu des luttes auparavant, qui s'étaient politisées dans ces moments-là, et que ce sont les meilleurs moments de conscientisation politique, ce sont les luttes sociales. Et quand il y a des luttes sociales, Il y avait ça donne énormément de envie grèves aux d'agir. États-Unis des années 40, même des années 30, mais surtout des années 40. Le pic de grève aux États-Unis, c'est disons de 42 jusqu'au milieu des années 70. Mhm. Là, il y a un pic énorme. Mais c'est Mhm. vrai que ce qui s'est passé entre-temps, c'est la restructuration du capitalisme, la crise du capitalisme, tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, voilà, il faut faire avec des nouvelles conditions qui sont pas forcément favorables, qui n'étaient pas favorables avant, mais qui sont peut-être encore moins favorables aujourd'hui, quoi. Alors là, on est à nouveau dans l'histoire de la France et des États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu Ronald Reagan notamment, qui est arrivé au pouvoir au début des années 80 avec le mot d'ordre America is back. Et America, c'est pas l'Amérique noire, évidemment. Euh, l'idée de mettre au pas. À un moment donné, il y a eu l'idée de mettre au pas tous ces mouvements contestataires. À la fin des années 70, il y avait déjà un essoufflement, voilà.
Il y a l'essoufflement du mouvement en tant que tel parce qu'il n'y a pas vraiment de débouché, de mouvement d'ensemble, etc., comme je l'ai dit précédemment. Il y a la répression qu'il ne faut pas négliger, qui est souvent le seul truc mis en avant, mais qui existe réellement. Et puis, il y a une véritable contre-offensive néolibérale dans tous les pays occidentaux, au moins. Reagan aux États-Unis, Thatcher en Angleterre. Et en France, il y a eu la gauche. Et le Parti socialiste. Voilà, le Parti socialiste qui a mené une politique néolibérale d'autant plus offensive qu'en face, les contre-pouvoirs étaient totalement à genoux. Pas du tout. Et puis il y a eu une intégration de 80 à 83 de tout un tas de leaders contestataires qui avaient déjà commencé à se recycler avant et puis qui se sont recyclés dans le gouvernement, dans les administrations publiques et tout ça. Ouais, beaucoup de responsables syndicaux. Il suffit de voir les responsables syndicaux de la CFDT, par exemple, pour voir que leur trajectoire sociale et politique a été assez positive pour eux. Oui. Malheureusement pas pour nous, mais pour eux, oui. Voilà. Et ensuite, c'est vrai que autant les luttes entraînent les luttes, autant les résignations entraînent la résignation. C'est ça le problème. Quand on vit... C'est l'effet boule de neige. Voilà, c'est l'effet boule de neige. Quand on vit un cycle dans lequel il n'y a aucune lutte sociale, les pratiques les plus élémentaires de faire grève, de s'organiser collectivement, d'organiser des actions, des pratiques, etc., de faire tomber la peur, tout simplement. D'autant plus qu'il y a une précarisation aussi aujourd'hui qui est très importante, etc. La peur a encore plus de mal à tomber qu'on n'a pas connu de lutte sociale auparavant et de lutte victorieuse notamment. Et il faut espérer du coup que ce qui se passe depuis peut-être 2008 et même peut-être encore plus récemment en France comme aux États-Unis, va peut-être réallumer ça, peut-être aux États-Unis notamment le fait que l'élection présidentielle va déboucher sur de la merde ou de la merde, quoi. Donc, oui. Alors, je ne sais pas si tu as été de ceux qui ont cru au phénomène Bernie Sanders, qui était qui avait cette vocation, au-delà du personnage loufoque, qui a quand même tenu tête à Hillary Clinton, hein, peut-être plus solidement que Donald Trump d'ailleurs. Mais au-delà du personnage, il y a eu quand même... C'est quelqu'un qui a vu qu'il y avait un renouveau de la contestation aux États-Unis, alors qui n'a pas, par rapport au sujet, qui n'a pas du tout été soutenu par des mouvements afro-américains. Non, c'est peut-être ce qui lui a manqué. Mais peut-être, alors il y a eu des explications en termes de clientélisme. Il y a effectivement, peut-être Hillary Clinton a fait un système clientéliste et notamment de réseau de mairies clientélistes. C'est possible. En revanche, il y a eu les mouvements Occupy, et dans une ville comme... on a beaucoup parlé d'Occupy Wall Street, qui était un peu des... Il y a Oakland. Voilà, Occupy Oakland était beaucoup plus intéressant, où là, du coup, c'était les quartiers noirs, les étudiants, la jeunesse scolarisée aussi, et ça a créé des mouvements assez intéressants d'auto-organisation. Il y a des mouvements effectivement dans les prisons, il y a des émeutes de Ferguson, de Baltimore. Donc il y a quand même un renouveau des luttes, quoi. Il y a un renouveau des luttes, oui, beaucoup plus qu'à une certaine période. Ensuite, c'est vrai que est-ce que ça va, voilà, c'est toujours la question, est-ce que ça va déboucher sur Bernie Sanders ou est-ce que ça va déboucher vers un mouvement d'auto-émancipation? C'est la vraie question. Bernie Sanders a échoué, est-ce qu'un mouvement d'auto-émancipation va réussir? Ce serait plus intéressant. Ça vous saurait dans une prochaine émission. Bon, merci Sylvain en tout cas pour cette émission brillante sur la lutte des Afro-Américains. Et donc on renvoie à tous les liens qu'on va mettre sur le site de l'émission. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.